Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. Le soleil matinal projetait des rayons dorés sur les plans de travail en granit de la cuisine des Connor, illuminant ce que la plupart considéraient comme une vie parfaite. David Connor se tenait devant l'immense fenêtre donnant sur leur jardin impeccablement entretenu, son reflet se superposant au paysage immaculé de leur banlieue de Denver. À 38 ans, il avait accompli tout ce dont il avait rêvé dans la vingtaine, une société d'investissement florissante, une maison valant 800 000 $ et ce qu'il croyait être un mariage heureux. Le café est prêt, lança Sarah depuis la cuisine, sa voix portant cette qualité musicale particulière qui l'avait attirée 10 ans plus tôt. Elle évoluait dans la cuisine avec une efficacité rodée, ses cheveux blonds captant la lumière alors qu'elle préparait leur routine matinale avec la précision d'une femme qui n'avait jamais connu le manque. David se tourna pour observer sa femme, toujours frappé par sa beauté, même après une décennie ensemble. Sarah s'était maintenue en forme, peut-être trop bien, pensait-il parfois, bien qu'il chassât rapidement ses observations peu charitables. Elle portait une robe bleu marine qui épousait parfaitement sa silhouette, clairement choisie pour son premier jour chez Rocky Mountain Construction. Nerveuse, demanda-t-il en acceptant la tasse fumante qu'elle lui tendait. Leurs doigts se frôlèrent brièvement, et il remarqua qu'elle avait peint ses ongles d'un rouge audacieux au lieu de ses teintes neutres habituelles. Excité, corrigea Sarah, ses yeux verts pétillants d'une animation qu'il n'avait pas vue depuis des mois. Enfin un vrai défi. J'en ai marre de travailler avec les mêmes personnes ennuyeuses, à faire les mêmes choses ennuyeuses. David hocha la tête, bien que quelque chose dans son ton le fit hésiter. Tu sais, tu n'étais pas obligé de prendre un travail. La société va assez bien pour que. David, l'interrompit Sarah d'une voix portant une légère réprimande, nous en avons discuté. J'ai besoin de me sentir utile, d'accomplir quelque chose par moi-même. Je ne peux pas être juste Madame Connor pour toujours. Il leva les mains en signe de reddition, souriant. Je sais, je sais. Je suis fier de toi pour poursuivre ce que tu veux. Et il l'était. Sarah avait toujours été ambitieuse, déterminée. C'était l'une des qualités qu'il admirait le plus chez elle. En plus, continua-t-elle en se dirigeant vers le miroir près de la porte de la cuisine pour vérifier son apparence, c'est rafraîchissant de travailler dans un environnement où je suis valorisée pour mon esprit, pas seulement. Elle fit un geste vague vers elle-même, laissant la phrase inachevée. David fronça légèrement les sourcils. T'es-tu senti sous-valorisé ici? Je veux dire? Le reflet de Sarah croisa son regard dans le miroir, et pendant un instant, il perçut quelque chose, un éclat qu'il ne put identifier. Puis elle sourit, de ce sourire radieux qui l'avait poussé à la demander en mariage après seulement 8 mois de fréquentation. Bien sûr que non, chérie. Tu m'as tout donné. Elle se tourna et l'embrassa sur la joue, laissant une légère trace de rouge à lèvres. Je veux juste me sentir vivante à nouveau, professionnellement parlant. Rocky Mountain Construction occupait un entrepôt reconverti dans le quartier industriel de Denver, sa façade de verre constituant une intrusion moderne parmi les bâtiments en briques plus anciens. Sarah ressentit un frisson d'anticipation en poussant les portes d'entrée, ses talons claquant avec assurance sur le sol en béton poli. Vous devez être Sarah Wilson. Connor, pardon, dit une voix grave derrière elle. Elle se retourna pour trouver un homme grand, aux cheveux poivre et sel, avec des mains calleuses tendues en signe de bienvenue. Mike Turner, chef de projet. Bienvenue au cirque. Sarah serra sa main, notant sa poigne ferme et la manière dont ses yeux s'attardèrent une fraction de seconde trop longtemps sur son visage. Merci, je suis excité d'être ici. Je parie que oui, répondit Mike avec un sourire chaleureux et sincère. Venez, je vais vous présenter à l'équipe. Alors qu'il traversait l'espace de bureau ouvert. Sarah devint acutement consciente que toutes les têtes se tournaient pour la regarder passer. Tout le bureau était masculin, 15 hommes, âgés de la fin de la vingtaine au début de la cinquantaine, tous maintenant concentrés sur la nouvelle venue avec divers degrés de curiosité et d'intérêt. Messieurs, lança Mike, sa voix portant facilement à travers l'espace, voici notre nouvelle responsable marketing, Sarah Connor. Essayez de vous comporter correctement. Un chœur de salutation s'éleva des hommes rassemblés, et Sarah sentit une chaleur familière se répandre dans sa poitrine. C'était ce qui lui avait manqué, l'attention, l'appréciation, la sensation électrique d'être au centre de l'attention. À la maison, David était attentif, mais prévisible. Ici, elle était quelque chose de nouveau, d'excitant. Sarah, voici Brad Simmons, notre architecte, continua Mike en désignant un homme mince,
dans la fin de la vingtaine, avec des cheveux noirs et des yeux marrons intenses. Tout juste sorti de l'État du Colorado, mais ne vous y trompez pas, ce jeune a du talent. Brad se leva et tendit la main, son sourire juvénile et charmant. Ravi de vous rencontrer, Sarah. J'ai le sentiment que vous allez secouer les choses ici. J'espère bien, répondit Sarah, laissant leur poignée de main durer un instant de plus que nécessaire. Et voici Jason Clark, notre ingénieur en structure, dit Mike, en indiquant un homme robuste, dans la trentaine, avec des cheveux blonds et des rides de sourire autour de ses yeux bleus. Jason est notre résolveur de problèmes. S'il ne peut pas être construit, il trouvera un moyen de le construire quand même. La poignée de main de Jason était ferme, confiante. Bienvenue à bord. Attention, on travaille dur ici, mais on sait aussi s'amuser. Sarah sentit son pouce accélérer. Je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. La première semaine passa dans un tourbillon de réunions, de revues de projets et de ce que Sarah décrivit à David comme des exercices essentiels de renforcement d'équipe. Elle se surprit à rester plus tard chaque soir, officiellement pour se mettre à jour sur le vaste portefeuille de projets de l'entreprise, mais en réalité pour se délecter de l'attention de ses nouveaux collègues. Mike avait pris l'habitude de s'arrêter régulièrement à son bureau, offrant du café et des idées sur l'histoire de l'entreprise. Brad cherchait souvent son avis sur des présentations de design, son enthousiasme contagieux alors qu'il étalait des plans sur son bureau. Jason l'avait invitée à rejoindre les déjeuners hebdomadaires de l'équipe d'ingénierie, où elle était la seule femme parmi 6 hommes qui pendaient à ses lèvres. « Comment te traite ton nouveau travail » demanda David un soir alors qu'ils s'asseyaient pour dîner. Il avait pris des plats thaïlandais chez leur restaurant préféré, un geste qui semblait autrefois attentionné mais qui maintenant semblait routinier, presque mécanique. « C'est merveilleux, dit Sarah, sa voix plus lumineuse qu'elle ne l'avait été depuis des mois. L'équipe est tellement dynamique, tellement créative. Mike a été incroyablement soutenant, et Brad a ses idées incroyables pour moderniser nos présentations clients. Jason m'a appris sur l'aspect technique de la construction. Je n'avais aucune idée de la complexité de ces projets. David remarqua comment son visage s'illuminait lorsqu'elle parlait de ses collègues. On dirait que tu t'intègres vraiment. Pas de plainte à être la seule femme au bureau ? Sarah rit, un son qui semblait scintiller. Tu plaisantes ? C'est fantastique. Enfin, je travaille avec des gens qui apprécient les perspectives fraîches, qui valorisent ce que j'apporte à la table. Elle fit une pause, puis ajouta avec un sourire espiègle, en plus, ça ne fait pas de mal d'être le centre d'attention pour changer. Quelque chose de froid vacilla dans la poitrine de David, mais il le repoussa. Sarah était heureuse, n'était-ce pas ce qui comptait ? Eh bien, souviens-toi juste de rentrer à la maison auprès de ton mari ennuyeux de temps en temps. David, tu n'es pas ennuyeux, dit Sarah, mais son attention s'était déjà portée sur son téléphone, qui vibrait avec un message texte. Elle jeta un coup d'œil à l'écran, et David aperçut le nom de l'expéditeur, Mike T. Urgence au travail, demanda-t-il. Oh, juste des détails de planification pour la présentation client de demain, dit Sarah en glissant le téléphone dans son sac sans répondre au message. Rien qui ne puisse attendre. Mais David avait vu assez de l'aperçu du message pour remarquer qu'il ne semblait pas concerner le travail. Le texte incluait une sorte d'émoji, quelque chose qu'il n'avait jamais vu dans les communications professionnelles de Sarah auparavant. Au cours des semaines suivantes, David commença à remarquer des changements chez sa femme qui allaient au-delà de son nouvel enthousiasme professionnel. Sarah avait toujours été pointilleuse sur son apparence, mais maintenant elle semblait l'aborder avec une précision presque militaire. De nouveaux vêtements apparaissaient dans leur placard, des tenues élégantes, flatteuses pour la silhouette et décidément plus accrocheuses que son ancienne garde-robe. Elle avait également développé un intérêt soudain pour le fitness, s'inscrivant dans une salle de sport près de son bureau et rentrant souvent à la maison avec la rougeur d'un exercice récent. Quand David suggéra qu'ils s'entraînent ensemble, comme au début de leur mariage, Sarah esquiva. « Je préfère la salle près du travail, dit-elle. C'est plus pratique, et certains de mes collègues y vont aussi. C'est agréable d'avoir des partenaires d'entraînement qui me poussent. » La fréquence de ces activités après le travail augmenta également, dîner d'équipe, événements clients, fonctions de réseautage professionnel. Le calendrier de Sarah semblait perpétuellement rempli. David essaya de se rappeler si elle avait déjà été aussi active socialement dans ses emplois précédents et réalisa que non. Si quoi que ce soit, Sarah se plaignait souvent de collègues ennuyeux et de politiques de bureau fastidieuses. Ça doit être agréable de travailler enfin quelque part où tu t'éclates, dit-il un soir alors qu'elle se préparait à partir pour ce qu'elle décrivit comme une soirée de bowling d'entreprise.
Vraiment, acquiesça Sarah, vérifiant son apparence dans le miroir de leur couloir. Elle avait choisi un jean que David était certain d'être nouveau, assorti d'un pull ajusté qui soulignait chaque courbe. J'avais oublié à quel point ça pouvait être énergisant de travailler avec des gens qui te comprennent vraiment, tu sais. David hocha la tête, bien qu'il ne comprenait pas. Les collègues chez Connor Associates étaient des professionnels compétents, mais il n'avait jamais ressenti le besoin de socialiser avec eux au-delà du déjeuner d'affaires occasionnel. Tu rentreras tard ? Probablement. Tu sais comment ça se passe, quelques verres, un peu de compétition amicale, beaucoup de discussions professionnelles. Sarah l'embrassa sur la joue, et il perçut un parfum qu'il ne reconnut pas, ne m'attend pas. Après son départ, David se retrouva aéré dans leur maison, la voyant avec un regard neuf. Chaque meuble, chaque décoration soigneusement choisie, chaque appareil coûteux, tout représentait des années à construire une vie ensemble. Pourtant, l'espace semblait creux, comme un magnifique décor de théâtre attendant le vrai drame. Il essaya de chasser cette sensation. Sarah était heureuse, engagée, excitée par sa carrière d'une manière qu'elle n'avait pas été depuis des années. Ces choses étaient positives. L'alternative, que quelque chose d'autre motivait ces changements, était impensable. Le premier signe concret que quelque chose n'allait pas vint un mardi soir de fin octobre. Sarah avait envoyé un texto pour dire qu'elle travaillerait tard sur une échéance de proposition, mais quand David tenta de la joindre vers 21h, son téléphone passa directement sur la messagerie vocale. Il réessaya une heure plus tard, avec le même résultat. À 23h30, la clé de Sarah tourna dans la serrure. Elle se déplaça silencieusement dans la maison, supposant apparemment que David serait endormi. Lorsqu'elle le trouva lisant dans le salon, elle sembla véritablement surprise. « David, tu m'as fait peur. Je pensais que tu serais au lit. J'étais inquiet. » Ton téléphone passait sur la messagerie. La main de Sarah alla automatiquement à son sac. « Oh, j'ai dû oublier de le charger. Tu sais comment je suis avec la technologie. » Elle rit, mais le son semblait forcé. La présentation a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Mike a insisté pour que tout soit parfait avant la réunion client demain. David étudia le visage de sa femme dans la douce lumière de la lampe. Son rouge à lèvres avait disparu, ses cheveux étaient légèrement en désordre malgré ses efforts évidents pour les lisser. Il y avait autre chose aussi, une lueur particulière sur sa peau qu'il reconnut mais ne put immédiatement identifier. Ça a dû être toute une présentation, dit-il prudemment. Oh, c'était intense. Mike est tellement perfectionniste, mais dans le bon sens. Il pousse vraiment tout le monde à dépasser son potentiel. Sarah se dirigea vers les escaliers, clairement désireuse de mettre fin à la conversation. Je suis épuisée. À demain matin. Mais alors qu'elle passait près de son fauteuil, David perçut une odeur qui n'était définitivement pas son parfum habituel. C'était un parfum d'homme, masculin, coûteux, et totalement inconnu. Sarah, dit-il, sa voix l'arrêtant en plein pas, oui. Est-ce que tout va bien entre nous ? Je veux dire ? Pendant un moment, la composure soigneusement entretenue de Sarah vacilla. Dans cet instant d'hésitation, David vit quelque chose qui le glaça, un éclat de culpabilité, suivi immédiatement de ce qui ressemblait presque à du calcul. Puis le moment passa, et le sourire éclatant de Sarah revint. Bien sûr, chérie. Tout est parfait. Je suis juste fatiguée du travail. Tu comprends. Elle monta les escaliers, laissant David seul avec des questions dont il n'était pas sûr de vouloir les réponses. Le bureau de l'enquêteur privé était situé dans un bâtiment discret du centre-ville, coincé entre un prêteur sur gage et un service d'encaissement de chèques. Robert Hughes n'était pas ce à quoi David s'attendait. Au lieu du détective stéréotypé et froissé, Hughes était un homme bien habillé dans la cinquantaine, avec l'allure de quelqu'un habitué à de sérieuses responsabilités. « J'ai passé 25 ans au département de police de Denver », expliqua Hughes alors qu'il se serrait la main. « Je suis privé depuis 10 ans maintenant. Je veux que vous compreniez que je vois beaucoup de mariages dans mon domaine, monsieur Connor. La plupart du temps, les gens soupçonnent le pire et espèrent que cela se révélera faux. » David hocha la tête, se sentant soudainement ridicule. Peut-être que je surréagis. C'est juste que le comportement de Sarah a changé si radicalement depuis qu'elle a commencé ce nouveau travail. Parlez-moi de ces changements. David se retrouva à cataloguer des semaines de petits détails, les nouveaux vêtements, les soirées tardives, les messages textes mystérieux, le parfum inconnu. Dit à voix haute, tout cela semblait circonstanciel,
les imaginations paranoïaques d'un mari insécure. Hugues écouta sans jugement, prenant des notes dans un petit carnet en cuir. Monsieur Connor, d'après mon expérience, l'instinct des gens est généralement correct. La question est de savoir si vous voulez connaître la vérité, quelle qu'elle soit. J'ai besoin de savoir, dit David, surpris par la fermeté de sa propre voix. D'une manière ou d'une autre, j'ai besoin de savoir. Très bien. J'aurai besoin de quelques jours pour établir des schémas, confirmer les identités des personnes mentionnées par votre femme. Mon tarif standard est. L'argent n'est pas un problème, interrompit David. Découvrez simplement ce qui se passe vraiment. Hugues hocha la tête. Je vous contacterai dans la semaine. L'appel vint un vendredi après-midi. David était dans son bureau, en train de revoir des rapports trimestriels, lorsque son téléphone vibra avec un numéro inconnu. Monsieur Connor, c'est Robert Hugues. Je pense que nous devons nous rencontrer. Quelque chose dans le ton de l'enquêteur fit chuter l'estomac de David. Vous avez trouvé quelque chose? J'ai trouvé plusieurs choses. Pouvez-vous venir à mon bureau ce soir vers 19 h? David annula ses plans de dîner avec Sarah, prétextant une réunion client d'urgence. Elle sembla presque soulagée par ce changement, mentionnant quelque chose à propos d'une célébration d'équipe de dernière minute au travail. Le bureau de Hugues semblait différent sous la lumière du soir, plus petit, plus intime, plus propice à des révélations dévastatrices. L'enquêteur avait disposé une série de dossiers sur son bureau, chacun étiqueté avec un nom que David reconnut des histoires de travail de Sarah. Je vais être direct, Monsieur Connor, parce qu'il n'y a pas de manière douce de le dire. Votre femme est impliquée avec plusieurs hommes de son bureau. David sentit les mots le frapper comme des coups physiques. Plusieurs? 3 que j'ai confirmés, Mike Turner, Brad Simmons et Jason Clark. Hugues ouvrit le premier dossier, révélant une série de photographies. Celles-ci ont été prises au cours de la semaine dernière. Les images étaient claires comme du cristal et incontestablement accablantes, Sarah entrant dans un hôtel avec Mike Turner, Sarah et Brad Simmons partageant un déjeuner intime dans un restaurant dont David n'avait jamais entendu parler, Sarah et Jason Clark s'embrassant dans le parking de Rocky Mountain Construction. Mais c'était la transcription audio qui le détruisit complètement. J'ai pu m'approcher suffisamment pour enregistrer une conversation que votre femme a eue avec ses collègues hier pendant leur pause déjeuner, dit Hugues calmement. Monsieur Connor, je veux que vous sachiez qu'en 25 ans de travail policier et 10 ans d'investigation privée, j'ai rarement entendu quelque chose d'aussi calculé. Les mains de David tremblaient alors qu'il lisait la transcription. Transcription audio, extrait traduit en français. Sarah, vous devriez voir à quel point il est naïf. David pense vraiment que je travaille tard quand je suis avec vous. Mike, il ne devient pas suspicieux. Sarah, s'il te plaît. Il est tellement ennuyeux qu'il ne remarque probablement même pas que je suis parti. En plus, je l'ai sous contrôle. Il pense qu'il a épousé cette femme parfaite qui se trouve enfin professionnellement. Brad, et quand il découvrira? Sarah, c'est ça la beauté. J'ai tout documenté, ses longues heures de travail, son indisponibilité émotionnelle, comment il privilégie les affaires à notre mariage. Quand je demanderai le divorce, mon avocat dit que je peux obtenir la moitié de tout, peut-être plus si je joue bien la carte de la femme négligée. Jason, alors, tout ça n'est qu'un jeu pour toi? Sarah, Jason, chérie, le mariage est toujours un jeu. La différence, c'est que la plupart des femmes ne réalisent pas qu'elles peuvent jouer plusieurs tours en même temps. David est comme un compte bancaire fiable, il fournit la sécurité pendant que je m'amuse avec de vrais hommes. Le meilleur des deux mondes. Mike, et tu n'as pas peur qu'il découvre pour nous? Sarah, qu'est-ce qu'il va faire? Il est trop gentleman pour engager un détective privé ou fouiller mon téléphone. En plus, même s'il soupçonnait quelque chose, il ne croirait jamais que sa précieuse femme en est capable. J'ai passé 10 ans à construire l'image parfaite de l'épouse dévouée. Les hommes comme David voient ce qu'ils veulent voir. La transcription se poursuivait sur plusieurs pages, détaillant les plans de Sarah pour maximiser son règlement de divorce tout en minimisant les conséquences de son comportement. Elle parlait de David avec un mépris désinvolte qui était plus dévastateur que la rage ne l'aurait été. David posa les papiers avec des mains qui fonctionnaient à peine. La pièce semblait basculer autour de lui, la réalité se réorganisant en quelque chose d'inconnaissable et d'hostile. Monsieur Connor? La voix de Hugues semblait lointaine, bien qu'il fût assis juste en face du bureau. Est-ce que vous allez bien? David leva les yeux vers l'enquêteur, le voyant clairement pour la première fois depuis qu'il était entré dans le bureau.
Depuis combien de temps savez-vous? J'ai suspecté dès le premier jour, confirmé en 3. Mais je voulais être absolument certain avant. Non, interrompit David, depuis combien de temps pensez-vous que ça dure? Hugues consulta ses notes. Basé sur les schémas établis et le niveau de confort entre votre femme et ses hommes, j'estime au moins 2 mois, peut-être plus. 2 mois. David repensa aux semaines précédentes, recadrant chaque soirée tardive, chaque mention enthousiaste de ses collègues, chaque nouvelle robe et flacon de parfum. Sarah ne l'avait pas seulement trompé, elle avait systématiquement planifié sa destruction tout en lui souriant au petit déjeuner. Monsieur Connor, je sais que c'est écrasant, mais vous devez réfléchir soigneusement à vos prochaines étapes. D'après mon expérience, une confrontation sans préparation se termine rarement bien pour la partie innocente. David hocha lentement la tête, bien qu'il ne fût pas sûr de se qualifier encore comme innocent. L'homme qui était entré dans ce bureau 1 heure plus tôt était naïf, confiant, prêt à croire le meilleur des gens. Cet homme avait disparu, remplacé par quelqu'un de plus dur, de plus froid, et infiniment plus dangereux. De combien de preuves disposez-vous? Assez pour prouver l'adultère dans n'importe quel tribunal de l'État. Photos, enregistrements audio, documentation des visites à l'hôtel et des réunions au restaurant. Votre femme a été remarquablement négligente, probablement parce qu'elle croyait que vous n'enquêteriez jamais. Elle avait tort sur ce point, dit David calmement. Hugues l'étudia attentivement. Oui, elle avait tort. La question est, que comptez-vous faire de ces informations? David regarda à nouveau les photographies étalées sur le bureau, des images de sa femme riant avec d'autres hommes, les touchant avec les mêmes mains qu'il avait touchées, les regardant avec des yeux qu'il pensait réservés pour lui seul. 10 ans de mariage, 10 ans de confiance, de rêves partagés et de planification mutuelle pour l'avenir, réduits à des preuves dans des dossiers. Je vais la détruire, dit David, sa voix calme et certaine. Elle voulait jouer à des jeux. Très bien. Mais elle va apprendre que certaines personnes jouent bien mieux qu'elle. Hugues hocha lentement la tête. Je soupçonnais que vous ressentiriez cela. Dans ce cas, Monsieur Connor, je pense que nous avons encore du travail à faire. David sourit pour la première fois en heures, bien que ce ne fût rien comme les sourires qu'il partageait autrefois avec la femme qu'il pensait être son épouse. Ce sourire était froid, calculateur, et absolument sans pitié. Oui, dit-il, je pense que oui. Le week-end suivant sa rencontre avec Hugues passa dans un brouillard surréaliste de normalité. David suivit sa routine habituelle, café matinal avec Sarah, revue des portefeuilles d'investissement, discussion des affaires domestiques banales, tout en ayant les photographies et les transcriptions audio gravées dans sa mémoire comme de l'acide. Sarah, pendant ce temps, semblait plus détendue qu'elle ne l'avait été depuis des semaines, discutant des intrigues de bureau et des plans de week-end avec la nonchalance de quelqu'un qui croyait que ses tromperies restaient intactes. Mike pense qu'on devrait soumissionner pour le projet de développement Riverside, mentionna TL pendant le petit déjeuner du samedi, beurrant son pain avec les mêmes mains qui avaient touché un autre homme quelques jours auparavant. C'est une énorme opportunité, ça pourrait vraiment mettre l'entreprise sur la carte. David hocha la tête avec ce qu'il espérait être un intérêt approprié. Ça semble prometteur. Quelle est la situation financière de l'entreprise pour prendre un projet de cette envergure? La fourchette de Sarah s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. Pourquoi tu demandes? Curiosité professionnelle. Les gros projets nécessitent des flux de trésorerie importants, des obligations d'assurance, des coûts initiaux. J'ai vu des entreprises s'étendre trop en chassant des contrats prestigieux. Je suis sûr que Mike a tout prévu, dit Sarah, mais David perçut un éclat d'incertitude dans ses yeux. Expérimenté, pensa David sombrement. Je suis sûr qu'il l'est. Bien sûr, répondit David doucement. Je réfléchis juste à voix haute, une habitude du côté investissement. Mais même en maintenant la façade d'une conversation décontractée. L'esprit de David travaillait déjà, enregistrant cette nouvelle information. Si Rocky Mountain Construction poursuivait des projets de développement majeurs, ils auraient besoin d'un soutien financier substantiel, et dans la communauté d'affaires relativement petite de Denver, il n'y avait qu'un nombre limité de sources pour ce type de capital. Le lundi matin trouva David dans son bureau plus tôt que d'habitude, son écran d'ordinateur affichant les registres d'enregistrement commercial de Rocky Mountain Construction. Ce qu'il découvrit était mieux qu'il n'avait osé espérer. L'entreprise avait été constituée 3 ans plus tôt avec un capital minimal. Sa croissance avait été financée par une série de prêts de plus en plus désespérés, la dernière ligne de crédit provenant de First National Denver,
une banque où la société de David maintenait des dépôts et des partenariats d'investissement significatifs. Il décrocha son téléphone et composa un numéro familier. Tom Patterson à l'appareil. Tom, c'est David Connor. As-tu quelques minutes pour discuter d'un de tes comptes commerciaux? Tom Patterson était le responsable des prêts commerciaux à First National depuis 15 ans. Plus important encore, il devait plusieurs faveurs à David pour des accords d'investissement passés qui s'étaient révélés très rentables pour la banque. Toujours du temps pour toi, David. Qu'est-ce qui te préoccupe? Rocky Mountain Construction. Je les envisage pour un projet potentiel, mais je veux comprendre leur stabilité financière d'abord. Il y eut une pause. David, tu sais que je ne peux pas discuter des détails spécifiques d'un compte. Bien sûr que non. Je cherche juste des conseils généraux. Sont-ils le genre d'entreprise qui paie ses factures à temps? Une autre pause, plus longue cette fois. Disons simplement que si je les envisageais pour un projet personnel, je voudrais voir un paiement à l'avance. David sentit une satisfaction froide s'installer dans sa poitrine. Je vois. Et leur situation de crédit actuelle? Très endettée. À un paiement manqué de conversations très sérieuses avec notre département de gestion des risques. Merci, Tom. C'est exactement ce que j'avais besoin de savoir. Après avoir raccroché, David s'adossa dans son fauteuil en cuir et fixa l'horizon de Denver. Rocky Mountain Construction était un château de cartes maintenu par des prêts bancaires et des projections optimistes. Un vent fort, et toute la structure s'effondrerait. Il avait l'intention d'être ce vent. Le bureau d'Elizabeth Grant occupait le dernier étage d'un gratte-ciel du centre-ville, ses fenêtres du sol au plafond offrant une vue imprenable sur la ville. Grant elle-même était une femme dans la cinquantaine avec des cheveux argentés et le genre de sourire prédateur qui avait fait d'elle l'avocate de divorce la plus redoutée de Denver. Monsieur Connor, dit-elle en désignant une chaise en face de son immense bureau, Robert Hughes m'a dit que vous pourriez appeler. J'ai examiné les documents qu'il a fournis, et je dois dire que vous avez un dossier très convaincant. À quel point convaincant? Au Colorado, l'adultère n'est pas en soi un motif de divorce, mais il peut certainement influencer la répartition des actifs, surtout lorsqu'il est combiné avec des preuves de tromperie et de planification financière contre le conjoint. Grant ouvrit un dossier. Les déclarations enregistrées de votre femme sur la manipulation délibérée pour un gain financier pourraient être considérées comme des preuves de mauvaise conduite conjugale. David se pencha en avant. Qu'est-ce que cela signifie en termes pratiques? Cela signifie qu'au lieu de la répartition typique 50-50e, nous pourrions plaider pour une division fortement en votre faveur, peut-être 70-30e, voire 80/20, selon la manière dont nous présentons le dossier. Et si je voulais protéger certains actifs entièrement? Le sourire de Grant s'aiguisa. Cela dépend de la manière dont ces actifs sont intitulés et quand ils ont été acquis. Parlez-moi de votre situation financière. Pendant l'heure suivante, David détailla ses avoirs avec la précision d'un homme qui avait bâti sa fortune grâce à une attention méticuleuse aux détails. La maison, achetée avant le mariage mais considérablement améliorée avec des fonds communs, la société d'investissement, établie avec l'argent familial mais développée grâce à des sacrifices partagés et aux contributions occasionnelles de Sarah, les comptes bancaires, les fonds de retraite, les portefeuilles d'actions. 10 ans d'enchevêtrement financier qu'il faudrait démêler méthodiquement. La bonne nouvelle, dit Grant finalement, est que vous avez été intelligent avec la documentation. La plupart de vos actifs majeurs peuvent être retracés à des sources prénuptiales ou à vos efforts individuels. La maison est plus compliquée, mais même là, nous avons des options. Quel genre d'options? Vous avez dit que votre femme a dépensé beaucoup plus ces derniers mois, nouveaux vêtements, abonnement à la salle de sport, facture de restaurant. Si nous pouvons établir qu'elle utilisait des fonds conjugaux pour financer ces liaisons, cela pourrait être considéré comme un gaspillage d'actifs conjugaux. David pensa aux relevés de cartes de crédit qu'il avait ignorés, aux reçus pour des restaurants où il n'était jamais allé, aux frais dans des magasins où Sarah prétendait acheter des choses pour la maison mais qui ne se matérialisaient jamais. Je peux le documenter, dit-il. Excellent. Maintenant, parlons du calendrier. Au Colorado, il y a une période d'attente obligatoire de 90 jours entre le dépôt et la finalisation. Pendant ce temps, des ordonnances temporaires peuvent traiter des choses comme la protection des actifs, les arrangements de logement et le soutien financier. À quelle vitesse pouvons-nous déposer? Grant consulta son calendrier. Je peux avoir les papiers prêts d'ici jeudi, mais David, une fois que nous déposons, il n'y a pas de retour en arrière. Êtes-vous certain que c'est ce que vous voulez?
David pensa au rire de Sarah lorsqu'elle le décrivait comme un compte bancaire fiable, à sa discussion désinvolte sur la manipulation de leur divorce pour un gain financier maximal, à son absence totale de remords ou même de reconnaissance qu'elle pourrait blesser quelqu'un qu'il aimait. Déposez les papiers, dit-il. L'enquête sur les vulnérabilités de Rocky Mountain Construction s'avéra encore plus fructueuse que David ne l'avait anticipé. En utilisant son réseau de contacts professionnels, il découvrit que la croissance rapide de l'entreprise avait été construite sur des pratiques de plus en plus risquées, leur couverture d'assurance était minimale, leurs protocoles de sécurité obsolètes, et leurs pratiques comptables frôlaient la créativité. Plus accablant encore, ils avaient systématiquement surenchéri sur des projets pour remporter des contrats, puis tenté de renégocier les termes en cours de construction, une pratique qui avait déjà généré plusieurs plaintes de clients au Better Business Bureau. Armé de ces informations, David commença à passer des appels soigneusement placés. Janet, c'est David Connor. J'ai entendu dire que Riverside Développement envisage Rocky Mountain Construction pour leur nouveau projet. Janet Carrill développait des propriétés commerciales à Denver depuis 20 ans. Plus important encore, elle valorisait l'opinion de David sur les questions financières après qu'il l'avait orienté loin de plusieurs investissements problématiques par le passé. Nous envisageons plusieurs entreprises, répondit Janet prudemment. Pourquoi tu demandes? Juste pour veiller sur une amie. J'ai entendu des choses inquiétantes sur leur stabilité financière. Rien de concret, tu comprends, mais sur ce marché, tu pourrais vouloir être particulièrement prudente avec les obligations de paiement et les garanties d'achèvement. Quel genre de choses? Problèmes de trésorerie, surextension, les douleurs de croissance habituelles d'une entreprise qui essaie de se développer trop rapidement. Je suis sûr que ce n'est rien, mais tu sais comment ces choses peuvent s'emballer. Après cette conversation, David passa des appels similaires à 3 autres clients potentiels qu'il avait identifiés grâce à ses recherches. Pas d'accusation, rien qui pourrait être retracé comme un sabotage délibéré. Juste des conseils amicaux d'un homme d'affaires à un autre. D'ici mercredi, Rocky Mountain Construction avait perdu 2 contrats potentiels et leur soumission pour le projet Riverside avait été retirée pour un examen plus approfondi. La confrontation que David avait planifiée arriva le jeudi soir. Il avait passé la journée à s'assurer que tous les documents légaux étaient déposés, tous les comptes financiers protégés, et toutes les preuves soigneusement organisées. Sarah rentra à la maison à son heure habituelle, babillant sur sa journée avec l'enthousiasme inconscient de quelqu'un qui n'avait aucune idée que son monde était sur le point de s'effondrer. Mike était tellement frustré aujourd'hui, dit-elle en accrochant son manteau dans le placard. 3 clients ont soudainement eu des doutes sur des projets dont nous discutons depuis des semaines. Ils pensent que ça pourrait être un concurrent qui répand des rumeurs, mais honnêtement, je pense que les gens sont juste nerveux à cause de l'économie. David, qui arrangeait des photographies et des documents sur leur table à manger, émit un son non engageant. David, qu'est-ce que tu fais? Il leva les yeux pour trouver Sarah debout dans l'embrasure de la porte, son expression passant de la curiosité désinvolte à une alarme naissante alors qu'elle découvrait les matériaux étalés sur la table. Je mets fin à notre mariage, dit David calmement. Le visage de Sarah passa par une série de changements rapides, confusion, déni, peur, et enfin calcul. De quoi tu parles, David? Si c'est à propos de mes soirées tardives. Ce n'est pas à propos des soirées tardives. David désigna les photographies. C'est à propos de ça. Sarah s'approcha lentement de la table, ses yeux scannant les images qui documentaient ses activités des 2 dernières semaines. Son visage devint progressivement plus pâle alors qu'elle reconnaissait chaque lieu, chaque compagnon, chaque moment qu'elle croyait privé. David, je peux expliquer. Peux-tu expliquer ça? David appuya sur lecture sur un petit enregistreur numérique. La voix de Sarah remplit la pièce, brillante et cruelle, alors qu'elle décrivait son mari comme un compte bancaire fiable et détaillait ses plans pour manipuler leur divorce pour un gain financier maximal. Sarah s'effondra dans une chaise, sa façade parfaitement composée enfin fissurée. Tu as engagé quelqu'un pour m'espionner? J'ai engagé quelqu'un pour trouver la vérité, qui s'est avérée bien pire que tout ce que j'avais imaginé. Pendant un long moment, ils se fixèrent l'un l'autre à travers la table jonchée de preuves de sa trahison. Puis l'expression de Sarah se durcit, et David vit un aperçu de la femme qui avait ri en le trompant. Très bien, dit-elle. Tu veux jouer dur, jouons dur. Je sais exactement quel genre de mari tu as été, David, émotionnellement absent, obsédé par le travail, plus intéressé par tes précieux investissements que par ta femme. N'importe quel tribunal de divorce dans le pays verra que j'ai été poussé à chercher de la compagnie ailleurs à cause de ta négligence. David hocha lentement la tête.
Je pensais que tu dirais quelque chose comme ça. En fait, j'y comptais. Qu'est-ce que ça veut dire? David plongea dans sa mallette et en sortit un document légal. Ça veut dire que j'ai déposé une demande de divorce il y a 3 jours, invoquant l'adultère, la manipulation financière et la mauvaise conduite conjugale. Elizabeth Grant te passe le bonjour, d'ailleurs. Les yeux de Sarah s'écarquillèrent. Elizabeth Grant était un nom qui inspirait la peur aux conjoints infidèles à travers Denver. Tu ne peux pas te permettre Elizabeth Grant, dit Sarah, mais sa voix manquait de conviction. Je peux me permettre beaucoup de choses que tu n'as apparemment pas considérées. David plaça un autre document sur la table. Y comprit un enquêteur privé, une analyse financière détaillée, et un examen très approfondi de la manière dont tu as dépensé notre argent ces derniers mois. Sarah saisit les papiers, les parcourant rapidement. À mesure qu'elle lisait, son visage devint blême. Tu ne peux pas, la moitié de tout m'appartient. En fait, selon le rapport des comptables judiciaires, tu as déjà pris bien plus que la moitié. Ces factures de restaurant, frais d'hôtel, virées shopping, abonnement à la salle de sport, tous payés avec des fonds conjugaux pour soutenir tes liaisons. Elisabeth appelle ça un gaspillage d'actifs conjugaux. J'ai un avocat aussi, dit Sarah désespérément. Marcus Webb est l'un des meilleurs. Marcus Webb, interrompit David, avec qui tu as secrètement rencontré le mois dernier pour planifier ton propre dépôt de divorce. La bouche de Sarah s'ouvrit, puis se referma sans un son. Le même Marcus Webb qui m'a appelé hier pour discuter de ton dossier, continua David. Apparemment, il avait des inquiétudes concernant des conflits d'intérêts potentiels étant donné que son cabinet gère plusieurs comptes d'investissement pour Connor Associates. La couleur quitta complètement le visage de Sarah. C'est impossible. Marcus ne ferait jamais. Marcus Webb m'a tenu informé de tes plans dès le début, dit David, sa voix mortellement calme. Chaque session de stratégie, chaque pièce de documentation financière que tu as fournie, chaque petit complot vindicatif que tu pensais me détruire. J'étais au courant de tout. Sarah se leva si vite que sa chaise bascula en arrière. Espèce de langage, Sarah. Nous sommes encore techniquement mariés. Elle le fixa avec un mélange de rage et de compréhension naissante. Depuis combien de temps sais-tu pour les liaisons? 2 semaines. Pour tes plans de divorce, bien plus longtemps. David rassembla les photographies et les documents avec une précision méthodique. Tu vois, quand tu décides de détruire quelqu'un, il est généralement sage de s'assurer qu'il n'a pas plus de ressources que toi. C'est insensé. Tu n'as pas pu tout planifier. Je ne l'ai pas planifié, Sarah. C'est toi qui l'as fait. J'ai juste prêté attention pendant que tu travaillais. David scella les preuves dans une enveloppe. Tu voulais jouer à des jeux avec quelqu'un que tu pensais naïf et confiant. Félicitations, tu as gagné. Malheureusement pour toi, le prix n'est pas ce que tu attendais. Sarah commença à faire les 100 pas dans la pièce comme un animal en cage. Il doit y avoir quelque chose, un moyen de se battre. Il y en a, dit David. Tu pourrais essayer de prouver que je mens sur tout ça. Bien sûr, cela nécessiterait d'expliquer les photographies, les enregistrements audio, et le témoignage de 3 hommes qui pensaient faire partie de ton plan magistral pour divorcer d'un mari insouciant. Sarah s'arrêta de marcher. Qu'est-ce que tu veux de moi? Rien, répondit David. Je ne veux rien de toi. Et après que le divorce sera finalisé, c'est exactement ce que tu auras de moi. La finalité dans sa voix sembla briser quelque chose dans la composure de Sarah. Elle s'effondra à nouveau dans sa chaise, son apparence soigneusement entretenue désordonnée pour la première fois depuis que David la connaissait. David, s'il te plaît, nous pouvons arranger ça. J'ai fait des erreurs terribles, mais nous pouvons réparer ça. Nous pouvons aller en thérapie, nous pouvons. Sarah, la voix de David était douce mais implacable, tu as planifié de me détruire. Tu en as ri avec tes amants. Tu m'as appelé un compte bancaire. Il fit une pause, laissant les mots pénétrer. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Je ne le pensais pas comme ça sonnait. J'étais en colère, j'étais. Tu étais honnête, interrompit David, probablement pour la première fois en moi. Et honnêtement, Sarah, je suis reconnaissant pour cet enregistrement. Il m'a montré exactement qui tu es vraiment. Sarah tenta une dernière manœuvre désespérée. Et la vie que nous avons construite ensemble? 10 ans de mariage, tous ces rêves que nous partagions? Et eux?
La voix de David était froide comme un vent d'hiver. Pensais-tu à nos rêves partagés quand tu étais avec Mike Turner? Quand tu planifiais de prendre la moitié de mes actifs tout en te moquant de moi dans mon dos? Quand tu traitais nos vœux de mariage comme une blague particulièrement amusante? Sarah n'avait pas de réponse à cela. David se leva et ramassa sa mallette. Tu séjourneras au Marriott du centre-ville jusqu'à ce que tu puisses prendre d'autres dispositions. Elizabeth Grant gérera toute communication à l'avenir. Où suis-je censé aller? La voix de Sarah se brisa. Honnêtement, je m'en fiche, répondit David. Mais je te suggère de le découvrir rapidement, car dans environ 90 jours, tu vas découvrir à quel point ton divertissement a été coûteux. Alors qu'il atteignait la porte, Sarah cria une dernière fois. David, attends, s'il te plaît. Je sais que je t'ai blessé, mais me détruire ne te fera pas te sentir mieux. David se retourna pour regarder sa femme, bientôt ex-femme, assise parmi les ruines de la vie qu'elle avait systématiquement démolie par ses propres choix. Tu as tort sur ce point, Sarah, dit-il calmement. Ça le fait déjà. La porte d'entrée se ferma derrière lui avec un clic doux qui sonnait aux oreilles de David exactement comme la justice. Le tribunal du comté de Jefferson avait vu son lot de procédures de divorce amères, mais même le greffier vétéran semblait déconcerté par la précision méthodique avec laquelle l'équipe juridique de David Connor démantelait le dossier de Sarah. Elizabeth Grant présentait les preuves comme un chirurgien, chaque photographie et transcription audio placée devant le juge avec un détachement clinique. Votre honneur, s'adressa Grant à la juge Patricia Williamson, les preuves démontrent clairement non seulement l'adultère, mais un schéma calculé de tromperie conçu pour manipuler la dissolution de ce mariage pour un gain financier maximal. Sarah était assise à la table des défendeurs avec son défenseur public fraîchement retenu, Marcus Webb s'étant retiré de l'affaire, invoquant des conflits d'intérêts irréconciliables. L'avocat à ses côtés, tout juste sorti de l'école de droit et visiblement dépassé, feuilletait des papiers avec l'énergie désespérée de quelqu'un qui se noyait dans des eaux profondes. Objection, votre honneur, tenta le jeune avocat, les preuves du plaignant ont été obtenues par des moyens douteux. Rejeté, dit sèchement la juge Williamson. Une enquête privée menée par des professionnels licenciés utilisant des méthodes légales est recevable. Continuez, Madame Grant. David observait les procédures avec l'intérêt détaché de quelqu'un regardant une partie d'échecs dont l'issue avait été déterminée des coups à l'avance. Sarah, en revanche, semblait diminuer avec chaque pièce de preuve présentée. La femme confiante et radieuse qui avait autrefois commandé l'attention de tout un bureau avait été remplacée par quelqu'un qui semblait physiquement se rétrécir sous le poids de ses propres mots enregistrés. De plus, votre honneur, continua Grant, produisant un dossier épais, une analyse comptable judiciaire révèle que Madame Connor a systématiquement utilisé des fonds conjugaux pour financer ses activités extra-conjugales, frais d'hôtel, factures de restaurant, dépenses shopping, tous liés à ses liaisons et totalisant plus de 47 000 $ au cours des 6 derniers mois seuls. L'avocat de Sarah tenta une défense faible. Votre honneur, les dépenses de shopping et de restauration de ma cliente étaient payées avec de l'argent volé à son mari pour soutenir sa trahison de leur mariage, interrompit Grant. Ce n'est pas un cas de dérive conjugale ou d'incompatibilité. C'est une fraude financière combinée à l'adultère. La juge Williamson, une femme dans la soixantaine connue pour son approche sans fioriture du droit de la famille, étudia les preuves avec la minutie de quelqu'un qui avait vu toutes les variations possibles de la tromperie humaine. Madame Connor, dit-elle enfin, souhaitez-vous répondre à ces allégations? Sarah se leva lentement, sa robe de créateur, achetée, David le savait, avec leur carte de crédit conjointe, froissée par le stress. Votre honneur, j'ai fait des erreurs terribles, mais je n'ai jamais eu l'intention. Madame Connor, interrompit la juge, j'ai lu la transcription de votre conversation enregistrée. Vous avez explicitement discuté de manipuler ces procédures pour un gain financier. Prétendez-vous que cette transcription est inexacte? La bouche de Sarah s'ouvrit et se ferma sans un son. L'enregistrement audio avait été vérifié par 3 experts indépendants, et sa voix était immistakable. Commença Sarah, puis s'arrêta. Pour peut-être la première fois en mois, elle n'avait rien à dire. La juge Williamson hocha sombrement la tête. Compte tenu des preuves accablantes d'adultère, de mauvaise conduite financière et de tromperie délibérée, ce tribunal accorde au pétitionnaire, David Connor, la propriété exclusive de la résidence conjugale, tous les comptes d'investissement et 75% de tous les autres actifs conjugaux. Madame Connor recevra 25% des comptes d'épargne liquide et ses effets personnels. Aucune pension alimentaire ne sera accordée.
Le marteau tomba avec la finalité d'une exécution. 3 semaines plus tard, Rocky Mountain Construction succomba enfin aux pressions financières qui s'étaient accumulées depuis la campagne soigneusement orchestrée de David. La chute de l'entreprise fut rapide et brutale, clients retirant leurs contrats, banques réclamant leurs prêts, fournisseurs exigeant des paiements à l'avance. Mike Turner fut le premier à abandonner le navire, acceptant un poste dans une entreprise concurrente à Colorado Springs. Sa lettre de départ, qui trouva mystérieusement son chemin jusqu'à Sarah, était brutalement franche: « Je ne peux pas me permettre d'être associé au drame entourant cette entreprise. J'ai une carrière à penser. » Brad Simmons dura une semaine de plus avant de prendre un emploi à Phoenix, invoquant de meilleures opportunités mais confiant à des connaissances mutuelles qu'il ne voulait pas gérer le bagage de Sarah. Le jeune architecte prometteur qui avait autrefois pendu à ses lèvres la traitait maintenant comme une responsabilité professionnelle. Jason Clark fut le dernier à partir, et sa trahison fut la plus douloureuse. Sarah avait réellement cru qu'il se souciait d'elle au-delà de leur relation physique. Lorsqu'elle l'appela après avoir reçu son avis de licenciement de Rocky Mountain Construction, sa réponse fut dévastatrice par sa cruauté désinvolte: « Sarah, chérie, tu dois comprendre. Je suis un célibataire dans la trentaine avec une belle carrière devant moi. M'impliquer dans ton drame de divorce ne faisait pas partie du plan. Trouve quelqu'un d'autre pour être ton épaule sur laquelle pleurer. » Dans le mois suivant le départ de David de leur maison, Sarah se retrouva sans emploi, sans amis, et rapidement à court d'argent. Les 25% de leurs économies que le tribunal lui avait accordées semblaient substantielles au début, mais le coût de la vie au Colorado, combiné à ses goûts coûteux, draina rapidement le compte. Ses tentatives pour trouver un nouvel emploi se heurtèrent à une série de rejets qui semblaient suspectement coordonnés. La communauté professionnelle de Denver était plus petite qu'elle ne l'avait réalisé, et les rumeurs sur son rôle dans l'effondrement de Rocky Mountain Construction, ainsi que sur sa conduite personnelle, la précédaient à chaque entretien. « Nous vous recontacterons » devenait la réponse standard, suivie inévitablement par le silence. L'appartement que Sarah finit par louer était un studio dans un complexe à 30 minutes du centre-ville, loin de la maison spacieuse qu'elle avait partagée avec David. Les murs étaient minces, les voisins bruyants, et la vue se composait entièrement d'un parking et d'une benne à ordures. Elle s'assit sur son canapé d'occasion, acheté dans un magasin d'articles usagés avec ce qui restait de ses économies en diminution, et parcourut des offres d'emploi sur son ordinateur portable: poste de serveuse, vente au détail, rôle d'assistante administrative. Rien qui ne soutiendrait le style de vie auquel elle s'était habituée, et rien qui n'accepterait quelqu'un avec sa réputation de plus en plus toxique. Son téléphone vibra avec un texto d'un numéro inconnu: « Entendu que tu cherches du travail. Intéressé par un poste avec un excellent potentiel de croissance ?» Sarah fixa le message, l'espoir et la suspicion se disputant dans sa poitrine. Après des semaines de rejet et d'isolement, toute opportunité potentielle semblait une bouée de sauvetage. « Qui est-ce » tapata-t-elle en réponse. « Quelqu'un qui pourrait peut-être aider. Retrouve-moi au Capitol Grill demain, 19h. Viens seul. » Le Capitol Grill représentait tout ce que Sarah avait perdu: cher, élégant, fréquenté par l'élite des affaires de Denver. Elle arriva 15 minutes en avance, vêtue de l'une de ses rares tenues de créateur restantes, et demanda une table dans le coin arrière. À 19h précise, David Connor franchit l'entrée du restaurant. Le sang de Sarah se glaça dans ses veines. David semblait différent, plus mince, plus dur, portant un costume qu'elle ne reconnaissait pas et une expression de satisfaction froide qui transformait ses traits familiers en quelque chose de presque prédateur. « Bonjour, Sarah » dit-il en s'asseyant en face d'elle. « Tu as l'air. » Il fit une pause, ses yeux prenant en compte sa détresse soigneusement dissimulée, fatiguée. « Qu'est-ce que tu veux ?» La voix de Sarah sortit à peine plus forte qu'un murmure. « Je veux t'offrir un emploi. » Sarah cligna des yeux, certaine d'avoir mal entendu. « Un emploi. Un poste dans une entreprise en croissance. Salaire stable, opportunité d'avancement. Intéressé ? » David, je ne comprends pas, bien sûr que non. Comprendre n'a jamais été ton point fort. David fit signe au serveur et commanda un scotch. Veux-tu quelque chose ? À mes frais, bien sûr. Considère ça comme une prime de signature. L'esprit de Sarah s'emballa à travers les possibilités, aucune d'elles n'ayant de sens. Quelle entreprise ? David sourit, et il n'y avait rien de chaleureux ou de familier dans l'expression. Pourquoi ? Rocky Mountain Construction, bien sûr. Rocky Mountain Construction est en faillite. Elle a fermé le mois dernier.
Elle a en effet déclaré la faillite, chapitre 11 pour être précis, ce qui a permis une restructuration plutôt qu'une liquidation. David accepta son verre du serveur. Très triste, vraiment. Tous ces travailleurs acharnés perdant leur emploi à cause d'une mauvaise gestion et d'un drame toxique au travail. Je ne comprends pas ce que ça a à voir avec. Rocky Mountain Construction a été racheté de la faillite il y a 3 semaines par Frontier Développement LLC. Excellent prix, vraiment. Les actifs en difficulté offrent toujours les meilleures opportunités d'investissement. Le sang quitta le visage de Sarah alors que la compréhension commençait à se faire jour. Tu n'as pas. Frontier Développement est une filiale de Connor Holdings, qui est entièrement détenue par Connor Associates. Le sourire de David s'élargit. Je crois que ça fait de moi ton potentiel nouvel employeur. Sarah le fixa avec horreur. Tu as acheté l'entreprise juste pour. J'ai acheté l'entreprise parce que c'était une excellente opportunité d'investissement. La base de clients est solide, les contrats sont rentables, et avec une gestion appropriée une gestion qui n'est pas distraite par des liaisons au bureau, elle devrait offrir d'excellents rendements. Tu es fou. Je suis un homme d'affaires qui a vu une opportunité d'acquérir des actifs précieux à des prix inférieurs au marché. Le fait que ces actifs incluent le lieu de travail où mon ex-femme a détruit son mariage n'est que coïncidental. Sarah se leva brusquement, sa chaise raclant contre le sol. Je pars. Bien sûr que oui. Mais avant de partir, permets-moi de t'étendre mon offre d'emploi formellement. David plongea dans sa veste et en sortit un document plié. Coordinatrice des services de ménage. 40 heures par semaine, salaire minimum, assurance santé après 90 jours. Tes fonctions incluraient le nettoyage des bureaux, des salles de bain et des espaces communs de Rocky Mountain Construction. Sarah fixa l'offre d'emploi comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. Tu veux que je nettoie les bureaux où je travaillais autrefois? Où je menais mes liaisons? Où je riais en manipulant mon mari? La voix de David resta conversationnelle, mais ses yeux étaient arctiques. J'ai pensé qu'il y avait une certaine justice poétique là-dedans. Je ne le ferai pas, c'est ton choix, bien sûr. Bien que je devrais mentionner que j'ai été en contact avec plusieurs autres employeurs à Denver. Étonnant comme les nouvelles se répandent vite sur les employés peu fiables qui apportent du drame personnel sur le lieu de travail. Sarah s'effondra à nouveau dans sa chaise, l'ampleur complète de la vengeance de David devenant enfin claire. Tu m'as mise sur liste noire. J'ai partagé mon expérience en tant que membre concerné de la communauté des affaires. Quand Roger Stone a appelé pour demander des informations sur tes performances à Rocky Mountain Construction, je me suis senti obligé d'être honnête sur les circonstances qui ont conduit aux difficultés financières de l'entreprise. C'est illégal. Partager des informations factuelles sur l'impact d'un employé sur la productivité au travail? Je pense que tu trouveras que c'est parfaitement légal, surtout quand ces informations sont une affaire de registre public grâce à nos procédures de divorce. Sarah sentit les murs de sa nouvelle réalité se refermer autour d'elle. Qu'est-ce que tu veux de moi, David? Tu as déjà tout pris. Je veux que tu comprennes le coût de tes choix. David termina son scotch et plaça le verre précisément au centre de sa serviette. Tu pensais pouvoir me manipuler, m'utiliser, me jeter quand ça t'arrangeait. Tu avais tort. J'ai dit que j'étais désolé. Non, Sarah, tu as dit que tu avais fait des erreurs. Il y a une différence. David se leva et plaça un billet de $20 sur la table. L'offre d'emploi tient jusqu'à demain midi. Après ça, je crains que tu doives chercher un emploi ailleurs. Et si je l'accepte? Alors tu auras un travail stable, et j'aurai la satisfaction de te regarder nettoyer les dégâts que tu as faits. David ajusta sa veste. Considère ça comme une clôture pour nous deux. Sarah le regarda s'éloigner, la laissant seule dans le restaurant coûteux avec une offre d'emploi qui ressemblait à une condamnation à mort et la réalisation croissante que son ancien mari avait joué un jeu dont elle ignorait même l'existence. À 11h45 le lendemain matin, Sarah Connor entra dans les bureaux de Rocky Mountain Construction et accepta le poste de coordinatrice des services de ménage. L'ironie ne lui échappa pas que le bureau de Mike Turner, le même bureau où elle avait autrefois ri de la naïveté de son mari, était maintenant sa responsabilité à nettoyer. Le bureau où elle avait planifié sa stratégie de divorce abritait maintenant son seau de ménage et ses produits de nettoyage. David, qui avait pris un intérêt personnel dans la restauration de l'entreprise, faisait un point d'honneur à visiter les bureaux 2 fois par semaine. Il ne parlait jamais directement à Sarah, mais elle était toujours consciente de sa présence, l'observant travailler avec la même attention méthodique qu'il avait autrefois accordée à leur mariage.
Les autres employés, de nouvelles recrues qui ne savaient rien de l'ancienne incarnation de l'entreprise, la traitaient avec l'indifférence polie réservée au personnel de service. Elle était à nouveau invisible, mais pas de la manière dont elle l'avait autrefois désiré. Cette invisibilité était l'effacement de tout ce qu'elle pensait être. 6 mois après la finalisation du divorce, David Connor se tenait dans son nouveau bureau à Seattle, regardant le soleil se coucher sur Puget Sound. Connor Associates s'était étendu à la côte ouest, et l'acquisition de Rocky Mountain Construction s'était révélée encore plus rentable que prévu. Sa secrétaire fit sonner l'interphone. « Monsieur Connor, Madame Morgan est ici pour votre réservation de dîner à 19h. Faites-la entrer. » Rhys Morgan entra avec la démarche confiante de quelqu'un habitué aux salles de conseil et aux négociations à enjeux élevés. À 34 ans, elle était associée dans l'un des cabinets d'avocats les plus prestigieux de Seattle, brillante, ambitieuse et rafraîchissante par son approche directe des relations tant professionnelles que personnelles. « Prêt pour le dîner ?» demanda-t-elle, ajustant sa cravate avec une intimité désinvolte. Ils sortaient ensemble depuis 3 mois, et David se trouvait réellement détendu en sa présence pour la première fois depuis son divorce. Plus que prêt. Comment était ta journée? Épuisante mais productive. Nous avons finalisé l'acquisition Morrison. 20 millions en actifs, et le client est ravi. Rhys sourit. J'aime quand tout le monde gagne. David hocha la tête, pensant au principe des résultats mutuellement bénéfiques. C'était un concept qu'il avait oublié pendant son mariage avec Sarah, qui voyait chaque interaction comme un jeu à somme nulle où quelqu'un devait perdre. Alors qu'il partait pour le dîner, le téléphone de David vibra avec un message de son assistante à Denver, rapport mensuel de Rocky Mountain Construction en pièces jointes. Profit en hausse de 23% par rapport au dernier trimestre. Il supprima le message sans lire la pièce jointe. Rocky Mountain Construction n'était plus qu'une affaire maintenant, un investissement réussi qui avait servi son but. Sarah Connor faisait partie de ce passé, un conte moral sur le prix de la trahison et le danger de sous-estimer les personnes que l'on choisit de détruire. Dans son petit appartement à l'autre bout du pays, Sarah Connor était assise à sa table de cuisine, calculant si elle pouvait se permettre de remplacer sa voiture défaillante avec un salaire de ménage. Les calculs étaient déprimants mais simples, elle ne pouvait pas. Son téléphone sonna, affichant un numéro qu'elle reconnut mais qu'elle n'avait pas vu depuis des mois. « Allô, maman. Sarah, chérie, comment vas-tu? Je n'ai pas eu de tes nouvelles depuis, eh bien, depuis que tout est arrivé. » Sarah ferma les yeux, peu disposée à expliquer pour la 100e fois à quel point sa vie s'était complètement effondrée. « Je vais bien. Je travaille, je m'occupe. J'ai vu sur Facebook que David a déménagé à Seattle. Quelque chose à propos de l'expansion de son entreprise. Je ne saurais pas, Sarah, peut-être qu'il est temps de considérer déménager ailleurs, recommencer à zéro. Tu pourrais venir rester avec ton père et moi. Maman, je ne peux pas. J'ai un travail ici, des responsabilités. Ce qu'elle ne dit pas, c'était qu'une clause de son accord de divorce l'empêchait de déménager à plus de 50 miles de Denver sans l'approbation du tribunal, une disposition que l'avocat de David avait insisté et que l'avocat inexpérimenté de Sarah n'avait pas contesté. Elle était piégée dans la ville où tout le monde connaissait son histoire, travaillant pour l'homme qui avait orchestré sa destruction complète, vivant avec le rappel quotidien de combien elle avait mal calculé le coût de ses choix. Après avoir raccroché avec sa mère, Sarah se dirigea vers sa chambre et ouvrit la petite boîte à bijoux qui contenait les derniers vestiges de sa vie d'avant. Sa bague de mariage reposait au fond, sous un enchevêtrement de bijoux fantaisie qu'elle ne pouvait plus se permettre de remplacer. Elle ramassa la bague et la tint à la lumière, se souvenant de la femme qui l'avait portée pour la première fois, pleine d'espoir, ambitieuse, certaine qu'elle pouvait manipuler n'importe quelle situation à son avantage. Cette femme semblait maintenant une étrangère, quelqu'un dont la confiance et l'insensibilité appartenaient à une autre vie. La bague retourna dans la boîte, et Sarah revint à sa table de cuisine, où des candidatures pour des postes de ménage le week-end attendaient son attention. Les calculs de la survie exigeaient une attention constante maintenant, et il n'y avait pas de place pour le sentimentalisme dans une vie réduite à ses éléments les plus basiques. Dehors, par sa fenêtre, Denver scintillait avec les lumières d'une ville pleine de gens vivant la vie qu'elle avait autrefois tenue pour acquise, des gens qui rentraient dans des maisons confortables, qui faisaient des plans au-delà du loyer du mois prochain, qui n'avaient jamais appris la dure leçon que certains choix étaient véritablement irréversibles. Sarah Connor avait joué un jeu qu'elle pensait comprendre contre un adversaire qu'elle avait fatalement sous-estimé. Maintenant, elle vivait avec les conséquences de cette erreur de calcul, un jour à la fois, dans une ville qui ne la laisserait jamais oublier le prix de la trahison.
À Seattle, David Connor construisait une nouvelle vie avec quelqu'un qui comprenait la valeur du respect mutuel et d'un partenariat honnête. À Denver, son ex-femme apprenait que certaines chutes étaient trop profondes et trop complètes pour permettre une rédemption. Le jeu était terminé, et chacun avait reçu exactement ce qu'il méritait. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.